Bonjour, ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe des Trois Principes Francophonie, qui est une sous-communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des Trois Principes tels qu'ils ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des Trois Principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens vers les Trois Principes Francophonie. Nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi nous proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur pour de futurs webinaires. Voilà, le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur les ruptures amoureuses. C'est un des sujets qui avait été proposé il y a très longtemps pendant un webinaire qu'on avait noté et qu'on n'avait pas exactement eu le temps de traiter. Et on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Euh, donc, Liv et moi-même, hein, on dit que c'était un sujet qui nous intéressait, donc on se lance euh, sans aucune préparation euh, sur ce sujet qui est important. Pourquoi moi j'ai eu envie de le faire, ce sujet? Juste parce que par expérience personnelle, j'ai vu que c'était un sujet qui crée énormément d'émotions, de tumulte intérieur, et juste le niveau des émotions et de ce qui se passe derrière est, est, est très très fort, souvent. En tout cas, mon expérience, ça l'a été. Et que plus c'est fort et plus euh, on travaille pour essayer de résoudre toutes ces émotions qui nous traversent, et, euh, et moins on arrive à être clair sur la manière dont les choses sont créées, euh, dont ces émotions sont créées. Et à la fin du compte, c'est toujours ramené à quelque chose qui est extrêmement simple. C'est ces trois principes qui créent cette expérience de vie qu'on a. Alors souvent, quand on oppose ça au fait qu'on est dans un orage émotionnel et d'identité et de vie, c'est très très difficile de percevoir ou même de recevoir ça quand on en parle. Mais c'est toujours de la même manière qu'on crée notre expérience humaine. Euh, un autre sujet, c'est le sujet des décès et du deuil, ce sont aussi des sujets qui créent des orages intérieurs qui sont très forts. Et, euh, et si on regarde l'Internet sur les ruptures amoureuses, il y a 500 pages de comment résoudre, comment surmonter, quel est l'intérêt aussi de la partie positive des ruptures amoureuses. Et, euh, et je suis sûr qu'on touchera un petit peu de tout ça pendant ce webinaire. Mais en fin de compte, c'est toujours la même manière que les choses se passent. Quelles que soient les circonstances qui sont arrivées, on commence à créer notre expérience. Et dans le cas d'une rupture amoureuse, ça dépend qui quitte l'autre, mais si la plupart du temps, si on est quitté, euh, on construit quelque chose qui fait très mal. Donc, c'est c'est le, c'est cette incompréhension du fait que c'est nous qui créons cette expérience. Et, euh, et c'est le truc de Sydney Bank qui est on se tape sur la tête, on se fait mal, on a très très mal, mais on n'arrive pas à voir que c'est nous-mêmes qui créons cette expérience. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de la créer. Il y a tout un tas de pensées qui vont venir. C'est un sujet très sensible, mais de bien réaliser que c'est nous qui créons cette expérience de douleur, ça nous permet de- d'arrêter, de dire, bon, ça suffit, là, je me fais trop mal.
je me fais trop mal. Donc, c'est pas ces circonstances, c'est pas lui ou elle qui m'a quitté et cette blessure émotionnelle. On pourra parler de cette blessure d'ego. On en discutait un tout petit peu avant de commencer le webinaire avec Liv, qui est si douloureux. C'est vraiment ce qu'on construit dans notre tête. Et cette compréhension, c'est un game changer. Ça permet vraiment de changer énormément la manière dont on ressent les choses. Et, euh, et c'est vrai que je suis toujours très, très sensible quand je discute avec des gens de pas dire it's just your thinking. C'est pas, bon, c'est toi qui crée ça, c'est gentil. Mais quand on souffre, qu'on est dans la douleur, que c'est terrible, euh, il y a, il y a pointé du doigt le fait qu'on crée cette expérience. Et puis il y a aussi l'empathie et il y a tout un tas de petites de moyens de remonter lentement et sûrement vers le haut et de changer aussi ce qui se passe là. D'essayer de se créer un film qui est moins un film douloureux. Euh, mais c'est extrêmement difficile au moment où ça se passe, où on est dans la douleur extrême, et d'arriver à sortir de ça, arriver aussi à ne pas à construire des pensées d'habitude, qui est euh, à chaque fois, hop, on se dit, tiens, j'ai pas pensé à ma rupture depuis longtemps, hop, je me remets dedans. Euh, Ces tourbillons qui nous emmènent vers le bas. Mais c'est toujours, quel que soit le sujet, c'est toujours aussi simple. Ça veut dire on est à une pensée du bien-être. Et, euh, et voilà, je voulais commencer par ça pour recentrer au fait euh, ça sur le fait que quelle que soit la force des émotions qu'on a, et dans ces cas-là, c'est des émotions qui nous dévastent, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne toujours de la même manière. On va mettre cette énergie qui va, euh, avec la pensée, créer une expérience, qui est une expérience de douleur. Euh, et euh, et c'est comme ça que ça marche. C'est simple, mais c'est le truc principal dans, dans cette douleur. On n'est pas obligé de parler de douleur et je vais m'arrêter là en laissant tout de suite la parole à Gilles qui a besoin de s'exprimer. Merci, Hervé. Euh, je vois bien le parallèle que tu fais entre la rupture amoureuse et le deuil, et ayant eu l'expérience des deux, euh, voire un coup en même temps. La seule différence, c'est que dans le deuil, il y a moins cette remise en cause qui est auto-générée, hein. La remise en cause de l'ego, comme tu dis. Mais pour le reste, en effet, il y a beaucoup de parallèles. C'est ça que je voulais dire. J'ai terminé pour maintenant. Merci Gilles. Liv, tu veux rebondir sur... Bah oui, parce que l'une des raisons pour laquelle moi je trouvais intéressant d'aborder cette question, c'est parce que oui, je suis concerné vraiment au premier chef. Ça a été d'ailleurs un des moteurs je sais pas comment dire ça, de mon éveil ou de ma réalisation, de mon illumination. C'est que, et je l'ai abondamment raconté sur les réseaux dans mon podcast et je l'évoque encore, c'est que oui, la rupture, ça a été l'occasion de découvrir pour moi, dans la forme, dans puisque Sydney Banks, il fait la différence entre human being, donc l'être humain, et donc l'être humain et l'être divin, et il n'arrête pas de pointer sur le fait que nous sommes les deux à la fois. Il y a une dimension que moi j'appelle verticale, c'est l'être divin, et la dimension horizontale qui est l'être humain. Et bien entendu, la rupture et la souffrance, tout ça se situe dans la dimension de l'être humain.
Et, euh, et les trois principes, la compréhension des trois principes a été un véritable filet de sécurité je l'ai vécu comme ça. J'avais déjà vécu une rupture dans ma vie qui avait été très très douloureuse et dont j'avais mis 3 ans à me remettre. Là, c'est tout à fait différent. C'est absolument pas du tout la même expérience. Bon, j'ai pas non plus exactement le même âge, même si la première c'était autour de, j'étais quand même déjà un homme mûr, si on peut dire. Et c'était, je vous le confie entre vous, bon, ça va être sur les réseaux, mais c'était clandestin, donc en plus. Et donc, mais n'empêche que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de celle-là. Et là, c'est très différent parce que quand on sait tout ce que tu viens de dire, Hervé, à savoir qu'on crée la réalité avec nos pensées à chaque instant, on a la possibilité de focaliser l'attention quand on sait qu'on est à la fois l'être humain et l'être divin. L'être divin en nous, il peut choisir sur quelle pensée il va focaliser l'attention. Ce qui nous donne de la flexibilité dans la réponse et ce qui nous permet de voir qu'effectivement, comme tu disais, on fait ça. Qu'à un moment, on peut juste, tu peux arrêter de le faire? Ah oui. Et par rapport à la question du deuil, Gilles, moi je suis complètement d'accord ayant vécu donc 2 ruptures que j'ai trouvées bien, bien douloureuses et ayant aussi connu des deuils, je peux faire la différence entre les deux et je sais que dans les ruptures, il y a, tu as tout à fait raison, cette dimension de on retourne le bâton contre soi, parce qu'il y a toujours, quand on est quitté, il y a cette dimension de qu'est-ce que j'ai fait. Il y a la culpabilité qui vient. Pour qu'il y ait de la culpabilité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se culpabilise. Et ça fait partie vraiment de l'énorme différence de vécu, parce que la culpabilité aujourd'hui chez moi, c'est quelque chose qui semble, en tout cas je touche du bois, mais absolument résolu dès lors qu'on voit que la culpabilité, comme tout le reste, c'est une pensée. C'est la pensée de la culpabilité. C'est penser qu'on est coupable. Est-ce que j'ai envie de focaliser sur cette pensée-là? Est-ce que cette pensée-là m'est utile? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'elle correspond à une quelconque vérité? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si la culpabilité, c'est ma vérité. Parce que j'ai le pouvoir créateur, parce que c'est ce que m'a apporté cette compréhension des trois principes. C'est moi qui crée la réalité. Mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup en ce moment, dans les différents endroits que je suis allé visiter, avec les clients avec lesquels je travaille, que j'appelle plus des clients d'ailleurs, je les appelle des clients-amis, parce que je trouve que dans ce métier-là, dans cet accompagnement-là, on tombe pratiquement instantanément en amitié avec les gens avec lesquels on partage. Parce qu'on voit leur lumière et que notre lumière se contacte à leur lumière. Notre être divin se contacte à l'être divin, presque automatiquement. Donc je partage beaucoup autour de ça et je dis, on est créateur de notre réalité, mais quand on joue le jeu divin d'être localisé ici dans l'humain, on a l'impression, moi j'ai l'impression que le divin, il veut jouer la vie dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions et dans toutes les polarités. Donc dans le chaud, le froid, le douloureux, le plaisir, le blanc, le noir. Et il y a ce jeu-là. Et ce jeu-là, parfois, il a envie d'être intense. Et il y a un truc dans le pouvoir créateur que nous avons. Quand on a envie, quand on désire une relation amoureuse, va savoir pourquoi, parce que c'est la chaîne des causalités qui nous détermine, qui fait qu'on a envie de ça. Ça part du Big Bang, ce sont les instincts déjà de reproduction, et puis c'est aussi culturel. Et puis moi, depuis que je suis plus avec ma femme, je vois des couples partout, partout, partout. Je suis sans arrêt là. J'ai comme mon attention qui fait ah ça tu l'as pas, ah ça tu l'as pas. Et je m'amuse à voir ça.
m'amuse pas tout le temps, parce qu'il y a des fois où c'est un peu fatigant et où l'attention, le fait de devoir déplacer l'attention, dit, bah, quand même, attends, je suis un être éveillé, je connais les trois principes, je devrais m'en sortir avec ça. Mais en fait, j'ai l'impression que oui, à l'intérieur de moi, il y a du divin qui dit, mais regarde, regarde, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là qui fait que tu tournes ton regard vers ça? Et l'histoire que je me raconte, c'est que c'est l'amour. Et que c'est l'amour en moi qui s'exprime. J'ai vécu pratiquement toute ma vie à focaliser l'amour sur une seule personne, et ensuite sur trois, parce que j'ai quand même eu trois enfants sur lesquels je focalisais aussi pas mal. Et la dernière rupture que j'ai vécue, maintenant que mes enfants sont grands, je les aime évidemment énormément, c'est que je me suis aperçu que je continuais de focaliser sur une seule personne, mais que j'avais cette capacité à focaliser l'amour sur tout, absolument tout. Pas seulement les gens d'ailleurs, la création en général. Et ça, c'est une révélation pour moi. C'est quelque chose auquel j'avais absolument pas accès avant. Avant, j'avais une femme, une amoureuse, et puis les autres gens, je les jugeais. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'avec tout cet approfondissement de cette compréhension des trois principes, je ne juge plus, mais vraiment plus. Je vois la lumière et je me connecte à la lumière. Et merci Sydney Banks, parce que c'est grâce à lui et à l'approfondissement sur cette compréhension en particulier, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire dans sa simplicité. Tu insistes souvent là-dessus, Hervé, et moi je pense que tu as absolument raison. Tu fais partie des gens qui m'ont encouragé à aller approfondir encore. Parce qu'au début, j'ai dit oui, les trois principes, c'est bien, mais bon, il n'y a pas que ça. Et en fait, c'est les fondations de tout. On revient toujours aux trois principes, même quand on va dans d'autres systèmes, on revient toujours aux trois principes, parce que c'est vrai, il a trouvé le E égale MC2 de la psychologie humaine, Sydney Banks. Et donc, ce que je peux dire pour conclure ce petit discours, c'est que j'ai vécu deux ruptures complètement différentes. Il y en a une, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Il y a l'autre, je peux dire, j'ai mis 3 minutes, même si je suis évidemment, de temps en temps, je retombe. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de ça, qui a envie, qui se sent un peu parfois, qui a des pensées qui disent ah, je suis seul. Mais en fait, je ne suis pas du tout seul, ou je suis toujours seul. C'est l'un ou l'autre. Mais bon, il y a un certain parfum, il y a un certain truc qui est bien, quoi. Et on est là pour vivre ça aussi. On vient ici, là, nous, s'incarner. Là. Dieu, il vient s'incarner pour vivre tout, dans tous les sens. C'est tout à fait possible de vivre une rupture amoureuse et d'être infiniment heureux, comme j'ai l'impression de l'être aujourd'hui. Toutes les polarités sont bonnes à vivre et le fait d'avoir ce recul que les trois principes m'ont donné, ça me met dans une position comme si j'en avais besoin, de sécurité absolue. J'ai pas besoin de sécurité parce que de toute façon, on l'est déjà. On est déjà à tout. Ah, voilà Estelle. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Et aussi le fait que sur cette question des ruptures amoureuses, il existe un livre, bon, il n'a pas été traduit en français, peut-être que je vais m'y coller parce que je le trouve formidable et il est petit. C'est ce livre-là, je ne sais pas si vous pouvez le lire, donc il s'appelle It's Not You, trois petits points, and It's Not Me. How Breakups Reveal the Love of Your Life. Comment est-ce que les ruptures vous révèlent l'amour de votre vie? Et pour moi, la phrase, le mantra qui n'est pas sorti de ce livre-là en particulier, mais qui est sorti de mon expérience, c'est I am the true love of my life. Je suis l'amour de ma vie. C'est moi. Et je ne l'aurais pas vu si ma femme n'avait pas cassé avec moi. J'aurais continué de outsourcer, comme on dit en anglais, de mettre l'amour à l'extérieur et de penser que pour me sentir, pour aimer quelqu'un, il faut que je me sente aimé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Puis l'autre livre, alors oui, c'est de Claire Diamond, qui est une partageuse majuscule de cette compréhension, une Anglaise que j'ai eu la chance de rencontrer au mois de novembre.
Et puis l'autre, bah, c'est évidemment celui-là, The Relationship Handbook. Je crois, est-ce qu'il est traduit en français, lui? Je sais plus, je crois Non, pas. ah non. C'est un bouquin formidable qui, à l'origine, s'appelait pas du tout The Relationship Handbook, c'est-à-dire, comment vous dites ça? Tu Le traduirais guide, ça comment? le guide des relations. Le guide des relations. En fait, le titre original, c'est Divorce is not the answer. Le divorce, c'est pas la réponse. A change of heart will save your marriage. Alors, a change of heart, comment on traduit ça en français? Un changement de cœur sauvera votre mariage. Et voilà, c'est un super bouquin. Ah bon? C'est un super bouquin. Attends, il est traduit en français, regarde ça. Il est traduit, les relations mode d'emploi. Et ben voilà. Il est plus disponible parce que j'avais déjà Ah, proposé à des clients et puis ça fait quelques années, il en reste plus. Donc, il est plus disponible en français. Ah mince. Même en Kindle et tout ça, tu crois? Hmm. Ouais, regarde. Ouais. Je ne sais pas, je sais pas, En mais tout cas, en vrai c'est un livre, bouquin. il est plus disponible. Ouais, ouais. Jennifer, tu peux voir s'il y a la traduction de A Change of Heart. sur quoi? Comment tu Euh, traduirais A Change of Heart? on se posait la question tout à l'heure avec Liv. Comme il y a la traduction ici, peut-être qu'on peut la trouver. Je regarde Ah ce que oui, dit. Ouais, ça, à chaque fois, ça me fait ça, je sais pas oui, pourquoi. oui, pas mal. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction parce que c'est la même dame qui avait traduit Someone Should Have Told Us. Et Jack Prinsky m'avait dit qu'il y avait eu des échos que la traduction, les gens n'étaient pas contents de la traduction. Et c'est la même personne qui avait traduit celle de George. Fait que je ne sais pas si c'était une bonne traduction. Hmm. Ouais, ouais, bah j'en sais quelque chose, hein. C'est pas facile à traduire. Pas facile, oui. Non, En tout cas, c'est. ton histoire, de ce que tu viens de nous dire, c'est presque comme, ça indiquerait que une rupture amoureuse, une rupture d'une manière générale, un gros changement émotionnel dans nos vies, serait quelque chose de positif dans notre chemin vers l'éveil. Je veux dire, Ouais, ça change tellement de notre routine à qui on se remet en question et, euh, et derrière, on commence à chercher pourquoi je souffre autant, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a une solution et souvent, c'est le point de départ du chemin vers l'éveil. oui, Et ça a été ma propre expérience aussi. oui, et c'est vraiment, bah, c'est Ramdas qui disait, si vous vous croyez éveillé, allez passer une semaine en famille. C'est un grand, c'est ça. C'est juste pour dire, c'est pour dire que les relations intimes, c'est le lieu par excellence de l'éveil, enfin, ou de la possibilité de s'éveiller, parce que même si on comprend qu'on a le pouvoir créateur et maintenant j'ai vraiment la main là-dessus, j'ai l'impression d'avoir mis la main sur la télécommande et d'avoir donc cette possibilité inouïe de choisir sur quelle pensée je vais mettre l'attention, ce qui change absolument tout dans la vie et qui allait a priori pas de soi pour moi parce que j'ai même la certitude qu'on n'a pas de libre arbitre dans la dimension humaine et que ce libre arbitre il apparaît uniquement quand on prend conscience, quand on réalise le soi et c'est qui nous sommes. Mais le truc, c'est que dans les relations intimes, en supposant que bon, on veuille créer allez, on crée, je crée mon expérience à chaque instant en choisissant sur quoi je focalise mon attention. Je peux créer l'autre et je peux créer l'amour et je peux créer l'autre comme le grand amour de ma vie, ça je peux le faire. Mais si l'autre ne te crée pas, ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas créer l'autre, tu vas te retrouver dans quelque chose qui va pas du tout fonctionner et qui peut même être très 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 négatif. Et ça, ça fait partie aussi de la réalisation, c'est-à-dire de comprendre que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on a le pouvoir absolu de création, y compris le pouvoir de créer l'autre. C'est quelque chose sur lequel insiste beaucoup, notamment le fameux Steve Hardison, dont j'ai fait mon dernier épisode de podcast sur lui, je l'ai appelé Jésus avec une Porsche. Il insiste énormément sur ce pouvoir de création à chaque instant que nous avons.
et qui est entièrement relié à la compréhension des trois principes et au fait que ce pouvoir de création, c'est la capacité de porter attention à telle ou telle pensée qui nous est offerte par le pouvoir créateur que nous avons d'être Dieu, tout simplement, d'être le tout, d'être la totalité. Et, euh, et effectivement, ce pouvoir créateur, quand on est en ce moment en France, je parle pour la France, on est confronté à une certaine agitation politique où les opinions sont balancées dans tous les sens. C'est extraordinaire de regarder ça, de voir comment l'ego nous fait croire que nous avons le choix. Je viens de partager une vidéo là-dessus, que nous avons le choix. Quand nous sommes dans la dimension humaine, nous avons le choix de nos opinions politiques, par exemple. Ou nous avons le choix de tomber amoureux de telle ou telle personne, ce qui n'est pas du tout vrai. En fait, là, il n'y a pas du tout de libre arbitre là-dessus. C'est entièrement le conditionnement qui fait que je vais aimer telle forme, tels yeux, telle voix, telle attitude, tel corps, etc. C'est absolument conditionné. On n'a absolument pas le choix. On ne peut pas à volonté tomber amoureux de quelqu'un dans cette dimension-là. Mais on peut voir qu'on est l'amour. On peut voir qu'on a constamment le choix entre l'amour et la peur, qui sont les deux polarités. Et on peut focaliser son attention sur l'amour au lieu de le focaliser sur la peur. Et pour moi, ça, ce sont des choses qui ont contribué à, à la fondation de ce que j'appelle ma joie d'être, parce que de ce point de vue-là, le monde est un miracle. Gilles, tu as levé la main. Oui, je me suis permis. Sur le choix de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, en effet, on est programmé, on est construit pour avoir des préférences. Mais je suis persuadé, enfin ça c'est que de l'expérience personnelle, donc je ne généralise pas, qu'à un moment il y a une décision. Il y a une décision de, en effet, faire le dernier pas et qu'on est réellement amoureux. Je dis pas qu'on a un libre arbitre complet, mais on en a un petit peu. Je suis complètement pour la non-dualité, donc j'abonde dans le sens de ce que tu viens de dire. Donc, et ce choix, c'est un choix construit aussi. J'ai pas dit qu'on avait le libre arbitre, mais il y a une étape où il y a un petit peu de choix, un petit choix à faire en plus de tout ce qui nous amène à là où on en est avant de faire ce choix. Voilà, expérience personnelle. Merci pour ça, Gilles. Je vais faire une hypothèse. On n'a pas besoin d'avoir la compréhension des trois principes pour vivre dans les trois principes, parce que de toute façon, ils s'appliquent à chaque instant. Après, c'est juste la manière dont on va interpréter ce qu'on vit. Je pense que je suis absolument d'accord avec toi. Il y a un moment, bah, c'est juste l'histoire de la, encore une fois, sur quoi je vais pouvoir focaliser mon attention, sur quelle pensée je vais focaliser mon attention. Si à un moment je me dis, ah, je vais focaliser mon attention sur cette personne-là parce que là, ça a l'air d'être vraiment. C'est quelque part, sans qu'on le sache forcément, c'est le divin en nous qui choisit. Mais plus tu le choisis consciemment parce que tu sais que c'est comme ça que ça marche, et c'est ça que Sydney Banks est venu vous apporter, plus, je dirais, l'expérience existentielle devient, euh, ce serait quoi les mots? Apaisée, joyeuse, calme, parce que on sait que c'est comme ça que ça marche. Sécurisé aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça ouvre la possibilité d'être en toute vulnérabilité, on n'a plus rien à craindre. C'est-à-dire, c'est vraiment l'extinction de la peur, en fait, qui est la conséquence de ça. Et, euh, et c'est peut-être tout simplement ça, ce dernier pas dont tu parles, Gilles, pour moi, c'est consciemment ou pas, le divin qui parle à travers nous et qui fait le choix. Et plus c'est conscient, plus on a de chances que, ben, un peu comme en parle George Pransky dans le bouquin, plus c'est conscient, plus on a de chances de ne pas se laisser aller au tumulte qui peuvent
qui peuvent avoir lieu dans une relation. Parce on sait comment ça marche. On sait que à chaque instant, on peut réorienter l'attention sur telle pensée. Celle-là, elle est utile. Celle-là, c'est celle qu'on veut. On y va. Et la pensée, ah, il vient de me dire quelque chose, c'est parce que il m'en veut. Non. Ok. Euh, Et, et là, je viens de faire un stage de communication non violente qui est complètement aligné avec les trois principes, évidemment. Mais alors qui est un peu, je trouve ça un petit peu trop moi, c'est un peu trop compliqué pour moi. J'aime beaucoup, je trouve que dans l'esprit, c'est très très bien, mais c'est un peu compliqué. Et quand on a les trois principes, je suis d'accord avec toi, Hervé, qui m'en parlait. À un moment, on se dit, oh, c'est peut-être un peu. Mais bon, pour les gens qui comprennent pas ou qui n'ont pas été sensibilisés aux trois principes, c'est quand même une belle voie d'accès, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce que ça t'apprend à il y a faire. plein de bons conseils, plein de bons conseils. Plein de bons conseils. Mais ce dont tu parlais un tout petit peu avant en disant que tu n'es plus du tout dans le jugement dans ta relation à l'autre, c'est aussi quelque chose de totalement critique dans la relation amoureuse. Et souvent, une des causes de rupture, hein. Euh, et quand on arrive à être dans une relation à l'autre dans laquelle le jugement est complètement parti, il y a une qualité de relation qui se met en place parce qu'on se sent écouté, parce que les gens ne se sentent pas jugés et acceptés tels qu'ils sont, qui font euh, que la relation est beaucoup, beaucoup plus forte. Et, euh, et les causes de rupture sont absentes très souvent parce qu'on est dans le vivre et laisser vivre et que ça se passe beaucoup mieux. Je crois que le non-jugement est critique, en fait, et ça découle automatiquement d'une compréhension des trois principes, parce qu'on sait qu'on peut pas être dans le jugement et dans l'amour en même temps. Et pour en revenir à cette énergie d'amour qu'on projette sur l'autre, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut partir dans toutes les directions. Bon, dans notre relation amoureuse, on la focalise sur une personne, mais à partir du moment où on se met dans une position d'amour, avant même de commencer quoi que ce soit, le résultat de ça va être totalement différent. Et on a eu un podcast là-dessus, on ne peut pas être en position d'amour et de jugement en même temps. Ce sont deux choses qui sont complètement incompatibles. Ou on est dans le jugement, ou on est dans l'amour. Donc dès qu'on entend en fait notre petite voix critique dans notre tête qui commence à parler, qui est souvent des pensées d'ego, hein, toujours, on sait déjà qu'on n'est pas en bonne position pour pouvoir transformer la relation à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Estelle, je pense que c'était Estelle. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur ce que vous dites parce que c'est vrai que une fois qu'on a compris tout simplement comment se créer notre expérience de la réalité, une fois que qu'on le voit pour nous-mêmes, c'est plutôt un état d'esprit, c'est même pas un effort d'essayer de se concentrer sur autre chose. C'est automatiquement par défaut une ouverture, une nouvelle façon de voir les choses. Et, euh, et donc, on prend plus du tout les choses personnellement. On s'ouvre, c'est comme ça, c'est automatique. On se dit, mais tiens, cette personne qui n'a pas compris comment sa réalité s'est créée et qui tout d'un coup se sent tendue ou mal à l'aise ou autre, ou en train de juger. On a automatiquement de l'empathie, de la compassion. C'est, c'est automatique. C'est même pas un effort. C'est vraiment un état d'être. Et le fait de pouvoir se relaxer dans son expérience du moment face à ce genre de
d'attitude, euh, ça change la vie. Ça nous permet vraiment de, de réagir, mais vraiment d'un espace de connexion, de compréhension. Et automatiquement, cet espace qui s'élargit entre ces deux personnes laisse à l'autre l'espace de se calmer ou de s'ouvrir, soit tout de suite, soit en peu de temps, mais ça change vraiment toutes les relations. Ça permet vraiment de mettre des limites très saines et ça permet à l'autre, du coup, de le vivre et de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc, c'est vraiment pas un effort, quoi. C'est vraiment un état d'être. Merci Estelle. Jonathan, tu as levé la main. Merci. Ouais, bonsoir à tous. Désolé auprès des autres, j'ai eu des problèmes de connexion. Je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Ça ne marchait pas bien. Euh, alors, j'avais l'intention de dire quelque chose, mais j'ai envie de rajouter un truc par rapport à ce que Estelle vient de dire, parce que dans mon cas, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, il peut m'arriver parfois d'être pris par une émotion et dans un instant d'aveuglement, je vais l'envoyer vers ma femme et je m'en rends compte tout de suite et je désamorce immédiatement le truc et ça permet que à l'extérieur ça ne prenne pas en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment le dire, un peu comme si je ne faisais pas l'erreur d'imprimer sur ma femme ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que je suis en train de ressentir. Euh, et du coup, ça arrive à plusieurs reprises là, ces derniers temps, où c'est comme si ma femme était, c'est comme si je la voyais en train de me regarder puis qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Elle est juste spectatrice d'un truc, elle voit quelque chose qui se passe chez moi, j'exprime le machin, je rattrape le machin, je me calme et elle est même pas intervenue. Enfin, donc il y a aucune sauce qui peut monter en fait. Il y a rien qui, les œufs sont pas battus en neige. Il y a le truc éclot à l'intérieur de moi. Parfois, je le vois et je n'exprime rien, mais parfois, ça s'exprime quand même avec des vieux réflexes un peu d'accuser l'autre ou de porter un jugement. Et puis tout de suite derrière, je le vois et je l'annule, je le désamorce. Et donc, ça fait des situations rigolotes. Et je vois aussi à quel point, avant, j'étais moi-même la source des conflits, le déclencheur du conflit, quoi. Mais tout seul, quoi. En fait, je déclenchais un truc à l'intérieur de moi, je le balançais à l'extérieur. À l'extérieur, il y avait une réponse. Je profitais de cette réponse pour faire monter la sauce. Et c'était moi tout seul, mais qui emportait ma femme avec moi dans le truc, quoi. Vraiment. Ça, c'est le genre de truc qui arrive presque plus aujourd'hui, quoi. Voilà, donc ça, c'était une chose. Et une autre chose dont je voulais témoigner, donc je suis marié depuis 20 ans, j'ai pas une grande expérience des ruptures amoureuses, du coup, mais j'en ai quand même une petite. J'en ai deux, en vrai, une douloureuse et une pas du tout douloureuse. Et c'est de celle-là dont je voudrais parler. Euh, donc j'avais 22 ans et j'étais en couple depuis presque 3 ans, ce qui est une relation relativement sérieuse quand même hein, pour à cet âge-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une expérience de conscience modifiée, une expérience mystique qui m'a plongé dans un état pendant quelques jours d'un grand sentiment d'unité avec le monde, avec autour de moi, enfin, un très très grand sentiment d'ouverture. Et dans ce sentiment d'ouverture, il y avait une presque, alors pas une totale, mais disons que mon ego s'était grandement effacé. Et à ce moment-là, ma compagne de l'époque m'annonce qu'elle veut faire une pause.
Et je me rappelle que dans l'état dans lequel j'étais, j'ai accueilli ça avec une grande joie, avec un vraiment ah ouais, c'est une bonne idée, enfin il y a un truc ah ouais, je comprends, mais c'est bien que tu me le dises. Oui oui, on fait ça, pas de problème. Bon, en fait, elle voulait qu'on se sépare, mais elle savait pas comment me le dire. Donc à partir du moment où moi j'ai été dans l'accueil du truc, bon bah ça s'est fait naturellement. Et j'étais tellement en joie, c'était tellement facile que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des gens qui comprenaient pas. Il y a des amis à elle qui lui ont dit que je devais pas être tellement amoureux d'elle pour que je réagisse de cette manière-là, alors que ça n'avait rien à voir, quoi. Et donc, tout ça pour dire que dans une ouverture, dans un ego effacé, je l'ai pas pris pour moi, en fait, cette rupture. Voilà, elle s'est exprimée, bon, elle parle d'elle, c'était terminé. Moi, j'étais tellement, à ce moment-là, dans un état de liberté que j'avais peur de rien, il pouvait rien se passer. Donc, c'était ça, ça aurait pu être autre chose. À l'époque, dans ce laps de temps de quelques jours, j'ai pris plein de décisions super importantes qui ont complètement chamboulé ma vie. Euh, mais ça, c'était OK. Et le truc que je voudrais rajouter, c'est qu'en plus, une fois que cet état de conscience s'est effacé et que je suis revenu dans un état de conscience beaucoup plus normal, eh ben, il n'y avait pas d'empreinte de la rupture. C'est comme si l'événement n'avait pas laissé d'empreinte. Et c'est presque comme en fait si j'avais... Maintenant, je pourrais même dire que j'ai reçu ce cadeau-là d'être dans cet état-là pour vivre la rupture sans en souffrir en fait quoi. J'ai pas souffert sur le moment et j'ai pas non plus souffert après. J'étais pas dans le regret en me disant oh là là qu'est-ce qu'on a fait, faut que je revienne en arrière, on rembobine la cassette, je change d'avis. Il y avait pas du tout ça quoi. Je me retrouvais seul, célibataire, plus très connecté. Donc ça c'était un peu dur à accuser comme coup de plus être connecté, ça c'est ça le plus dur. Mais par contre le côté célibataire c'était complètement ok quoi. Donc voilà, juste quand il n'y a pas d'ego, quand il n'y a pas un état de séparation avec les autres qui est très actif et qui donne des rôles à tout le monde et qui structure un peu l'expérience, bah, ça laisse pas d'empreinte en fait une rupture amoureuse, même après quoi. Ouais, ça c'est quand il y a un attachement secure dès le départ. Et c'est vrai que, ouais, de voir que tout est bon, quoi. Enfin, peu importe ce qui se passe, euh, ouais, la vie continue, quoi. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir vivre des ruptures comme ça et même de pouvoir se séparer comme ça d'une façon euh, harmonieuse et légère et en accord avec soi-même. Parce que du coup, ça permet, quand on est dans cet euh, espace, la façon dont on va aussi le partager avec son partenaire, ça va être empreint forcément de respect, ça va être un peu comme ça va tomber un petit peu naturellement, on va dire. Ça va faire sens pour chacun. Et il n'y a pas de dualité, c'est vraiment pour le bien des uns et des autres, quoi. Merci. Nicolas, tu voulais exprimer? Oui, moi j'avais envie de partager. Ben, j'ai retenu ce que tu as dit, Hervé, quand tu disais on peut pas être dans le jugement et dans l'amour à la fois, c'est soit un ou l'autre. Je m'aperçois que effectivement, souvent dans ma relation actuelle, je suis dans le jugement et que il n'y a pas d'amour. Je suis dans la peur, je suis fermé, j'ai beaucoup besoin de la présence de l'autre. Ben, qui réveille la présence en moi et qui m'apporte le calme et l'ouverture pour m'apercevoir qu'il n'y a, il y a pas de danger, il n'y a rien qui se passe parce que aussi,
je suis très sensible au niveau de la communication. Quelqu'un qui exprime une opinion différente de moi, qui me remet en question, tout ça, je pense que c'est moi qui n'ai pas correct, puis je me fais mal, là, ce que tu disais qu'on se tape dessus, je me sens coupable, effectivement. Puis, alors, tout ça pour dire que c'est en processus de voir que la vie n'est pas contre moi, en a pas contre moi. Et, et oui, je suis content d'avoir découvert les trois principes parce qu'il y a vraiment une ouverture où est-ce que je vois ce qui a été dit déjà, que je peux choisir là où je mets l'attention, à quelle pensée je donne l'attention et laquelle qui m'apporte de la détente et de l'ouverture et de la joie. Euh, puis il y a aussi l'aspect de sécurité dont je voulais parler, comme par exemple quand quand je me suis fait laisser, j'ai vécu une rupture. Puis, euh, comme je vois que c'est vraiment parce que je m'identifie à une pensée, je m'accroche à une pensée que, que je vis de la souffrance que j'ai vécue. Puis que euh, ça va me revenir, là. Je voulais en venir. Bon, ben, peut-être que je reparlerai plus tard si ça me revient. Merci. Merci. Merci, Nicolas. J'espère que ça va te revenir. Euh, Ah, ben, ça me ouais. revient, là. Vas-y, alors, vas-y. C'est par rapport à la sécurité, en fait, c'est ça. C'est jusqu'en en lâchant la pensée, il y a quelque chose qui va pas ou ça devrait pas être comme ça. Ça, je m'aperçois que comme le deuil de la rupture ou tout ça, ça se guérit tout seul, ça se fait tout seul, les mouvements, ça se produit tout seul et en fait, c'est ça qu'on voit que le principe de vie nous porte et agit à travers nous. Donc, ça, c'est dans ce que j'ai vécu. Fait que ça m'a touché quand tu parlais, livre ben, je perds mes idées encore, mais le principe de vie, là, que tout, qu'on peut aimer tout. Oui. Et ça me parle aussi que je disais au niveau de la communication. Comme je suis en relation en ce moment, je- c'est- mais il y a souvent des moments où je suis en rupture avec moi-même. C'est fait que ça crée des conflits dans la façon qu'on communique. Hmm. Alors, c'est tout. Merci. Vas-y, Hervé. Merci Nicolas. Euh, une des choses que j'ai trouvé très intéressante, c'est l'expérience de Jonathan. Et, euh, et ce que je suis en train de me dire, c'est que dans une rupture amoureuse, toute la partie qui fait mal, ce sont des pensées d'ego. Et ce qui serait assez intéressant, je dis ça, mais bon, c'est pas la vérité, hein, la vérité vraie. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder toutes les choses qui nous font mal dans une rupture amoureuse, les choses qui nous bouleversent, et de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière chacune de ces pensées, parce qu'à mon avis, ce sont des pensées. Et si on éclaire ça au niveau des trois principes, je pense qu'elles se dissolveraient, ouais, je suis pas sûr que ce soit français, Dis- dissolveraient assez, assez facilement. Euh, pour mon cas de figure, c'était le lien, ce lien et le fait que je recevais de l'amour de cette personne. Je me suis dit, il y a un gros besoin là, qui est un besoin d'amour qui est plus là. Et c'était
une blessure d'ego, une blessure profonde de mon ego. Si l'ego disparaît, ça disparaît. Le fait qu'on reçoive de l'amour, en fait, c'est dans la tête qu'on reçoit de l'amour. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner de l'amour. Et donner de l'amour, on n'est pas obligé de le diriger vers une personne. On se dit, s'il n'y a plus cette personne, je ne peux plus diriger l'amour vers cette personne, mais on peut le diriger sur tout, sur tout ce qu'il y a autour. Et c'est cette énergie de vie et d'amour qui peut être dirigée sur n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi une pensée qui est fausse. Euh, je discutais aussi avec Liv en disant cet amour qu'on donne, euh, c'est non seulement on donne de l'amour, donc la personne ou les choses qui sont autour en ont le bénéfice, mais nous, parce qu'on donne cet amour, on le ressent en même temps. Quand on donne de l'amour, on ressent cet amour. À chaque fois qu'on le ressent, c'est génial. Donc c'est un double cadeau de donner de l'amour. Parce qu'on le donne et qu'on le reçoit en même temps, parce qu'on ressent ce qu'on donne. Et voilà, je me disais juste, c'est intéressant de voir, et je ne sais pas quelles ont été vos blessures à vous tous dans vos ruptures amoureuses, qu'est-ce qui étaient les choses qui faisaient le plus mal? Parce que je pense qu'à chaque fois, si on regarde ça sous le prisme des trois principes, on se rend compte que ou c'était une idée reçue, ou c'était une pensée d'ego, et que ça, on peut très bien avoir l'expérience de Jonathan, à savoir avoir une rupture amoureuse qui ne nous touche pas, ou qui soit une opportunité, ou aussi il y a l'abondance. Si on se dit, bon, il y a juste cette personne, avec juste cette personne qui puisse me rendre heureuse, on voit qu'en fait, il y a 9 milliards d'individus sur la planète, peut-être plus, j'en sais rien, et que les possibilités sont infinies. Voilà, je voulais juste. C'est drôle ce que tu dis, Hervé. Oui, les possibilités sont infinies, mais le mental nous raconte que la rareté, tu vois. Le mental nous raconte la rareté. Le mental nous raconte c'était elle et personne d'autre. C'est en fait le mental, c'est le cerveau qui veut toujours nous mettre en sécurité et qui veut toujours reprendre un peu les mêmes chemins parce que c'est là qu'il se sent en sécurité. Et c'est là où c'est une histoire de niveau de conscience, vraiment. Pour moi, c'est là où ça se joue. Mais ce que j'ai entendu dans toutes les histoires qui ont été partagées et des histoires qui précèdent la compréhension, enfin, le fait d'avoir accédé à la compréhension des trois principes comme ce que partageait tout à l'heure Jonathan, c'est que les trois principes, ils s'appliquent, de toute façon, ils s'appliquent déjà. Ils s'appliquent déjà tout le temps et depuis toujours. Et que c'est juste parce qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe, mais ce que tu nous as partagé, pour moi, bah, d'une certaine manière, c'est l'application des trois principes. Tu n'as pas, le moment de ta rupture n'a pas été l'occasion de focaliser tes pensées sur des pensées douloureuses, parce que tu étais dans un autre niveau de conscience. Et tout est là. La santé mentale est liée au niveau de conscience. Et quand je dis santé mentale, c'est comme quand on dit santé physique. En général, quand on dit santé mentale, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui peut réveiller l'idée que, bah, oui, la santé mentale, c'est l'opposé d'être fou. Mais non, la santé mentale, c'est fondamental. Et c'est ça que vient, en tout cas, c'est ça que m'a apporté la compréhension des trois principes. C'est cette sensation de santé mentale par la possibilité d'accéder à d'autres, un autre niveau de conscience. Un niveau de conscience où je vois que c'est moi qui peux mettre l'attention sur les pensées ou pas les mettre, ou pas la mettre. Et que j'ai le choix de faire ça. À partir du moment où j'ai vu que j'avais le choix. Parce que j'ai pas le choix de voir que j'ai le choix. Mais à un moment dans ma vie, voilà, les trois principes sont arrivés et soudain, le choix s'est ouvert. Et ça, je trouve que c'est mystérieux et extraordinaire à la fois. Et tu disais tout à l'heure, Hervé, oui, on s'attache à une personne en particulier et en fait, on peut se rendre compte que l'amour, oui, on peut le déverser universellement. Moi, je sais que j'ai l'impression que chez moi, dans mon expérience à moi, cette question-là
Moi j'ai vécu en couple pendant 40 ans, j'ai vécu une rupture avec ma première femme qui a été un peu comme celle de Jonathan. C'est absolument formidable. Nous avons ensemble, sans le savoir, rencontré quelqu'un chacun de notre côté. Et on s'est retournés l'un vers l'autre en se disant, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas du tout eu de souffrance. Parce que nos niveaux de conscience, en fait, ce n'est pas des niveaux de conscience, là, c'est que on pouvait craindre l'un pour l'autre de faire souffrir l'autre, parce que on était quand même gentils, bien élevés, on voulait surtout pas la souffrance de l'autre et tout. On s'est aperçu que, on était dans la même situation. Donc ça s'est passé tout seul. Là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de catalyseur pour moi, de catalyseur pour m'aider à voir encore mieux la réalité de l'expérience que je fais, c'est qu'il y a un attachement qui a l'air, il y a un attachement à l'idée de la relation intime qui continue de me travailler. Et plus il me travaille, je dirais, plus j'ai l'impression que je suis capable de répandre l'amour autour de moi. Mais dans l'expérience, il y a toujours à la fin un petit quelque chose qui vient dire, et moi, il n'y a personne pour me prendre dans les bras là ce soir, au moment où je vais aller dormir. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Oui, alors je le fais pour moi-même. Mais il y a toujours la pensée de oui, mais c'est quand même mieux quand c'est une femme. Et ça, c'est une pensée. Et je ne suis pas obligé de mettre l'attention dessus. C'est comme si Dieu en moi jouait avec moi à m'embêter, me taquiner. Mais c'est vu d'un endroit en sécurité. Et ça change tout. Parce que quand c'était pas vu d'un endroit en sécurité, ça avait envie de mourir. Je sais que j'ai envisagé ça à un moment, de dire de toute façon, à quoi bon? Dieu a beaucoup d'humour, hein, Liv. Tu trouves? Je sais pas. Je sais pas. C'est une de ses caractéristiques. Il a beaucoup d'humour. Moi, je sais pas, Et oui, l'humour, je sais pas, mais, parce que l'humour, mais il y a de la joie, ça, alors ça, c'est fou. Et ça, on dirait que ça augmente, ouais. Hmm. Et Mais, plus la relation est plus fusionnelle, et plus on se dit que jamais je ne retrouverai ça ailleurs. ah oui, Donc c'est cette déchirure épouvantable. mais c'est Jamais. vrai, Ça ne sera jamais comme ça. mais c'est Et, vrai. Hmm, hmm. Bah oui, c'est sûr. Et et, si je... et ça aussi, c'est une pensée. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui est encore plus vrai. Et ce qui est encore plus vrai, c'est que c'est une pensée. Et que j'ai la capacité de décider si je focalise dessus ou pas. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est... n'empêche qu'il n'y a rien qui s'appuie sur soi-même tout seul, quoi. Il n'y a rien qui peut vraiment vivre en étant tout seul. C'est vraiment, tout se base sur la relation. La vie, c'est une relation. Ah bah, c'est ça qui est extraordinaire dans mon expérience. Là, pour le coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Avec Je soi. n'ai jamais eu autant d'amis de ma vie. Mais Voilà. je crée des amitiés comme ça, Mm, simplement parce qu'on partage cette compréhension et parce mm. qu'on se voit à un niveau de conscience qui fait que presque, je pourrais dire, on tombe amoureux l'un de l'autre, qui que ce soit. C'est la fameuse phrase de Michael Neal qui m'a toujours fait rire. C'est intimacy without sex. C'est ça les trois principes pour lui. C'est intimacy without sex. Mais je trouve ça génial. C'est l'intimité sans la sexualité, mais c'est génial. C'est C'est parce que jouir de la ouais, vie. c'est c'est ce que j'ai vécu ici, quoi. Là, j'ai passé 15 jours à rencontrer des gens, mais c'est extraordinaire ce qui Ah, se passe. c'est beau. Mm. C'est, après, on est confronté plutôt à des choses qui ont l'air d'être vraies, comme le temps et l'espace, et qui fait qu'il n'y a que 24 heures dans les journées, et que si on a 2000 amis, ça va être difficile de les voir tous. Mm. Et, mais en même temps, voilà. Il y a une chose qui se passe naturellement, et je pense que c'est un enabler, c'est le fait que on arrête de présenter une image de soi Ouais. qui est pas authentique. Il y a plus la peine, ça n'a plus d'intérêt. On a envie
de se présenter tel qu'on est. Et ça change complètement la relation parce que dès qu'on rencontre quelqu'un qui est derrière un de ces personnages, ça se sent tellement, tellement facilement quand on vient d'une position d'authenticité. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, ça change l'autre personne quand on se met dans ce type de relation. Automatiquement, ils vont commencer à s'ouvrir un petit peu plus. Mais ça, c'est quelque chose qui est presque inhérent aux trois principes. On devient de plus en plus authentique. On se montre tel qu'on est parce qu'on est comme l'autre. On sait très bien que toi et moi, c'est la même chose. Et, euh, et en plus, la qualité des conversations quand on s'adresse au côté spirituel de l'autre personne est d'un seul coup 10 fois meilleure. Il y a plus de show, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Voilà, voilà qui je suis avec mes douleurs, ce que je ressens, ce qui se passe dans ma vie. Mm. Et, euh, et il y a un dialogue d'une qualité qui est bien meilleure, je trouve. Mm. C'est ça. C'est vraiment ce que Et tu On dis. ça vit vient aussi naturellement. Pardon? on vit dans un monde de réussite. Hein? On regarde Elon Musk ou bon, peu importe où Donald Trump. les réseaux sociaux là, où le paraître, la réussite est super important. Et certaines personnes vont voir la rupture, même si c'était une bonne chose, la relation était toxique, comme un échec. Mm. Et c'est un échec qui est vécu personnel. Mm. Euh, Avant, les gens restaient mariés parce que ils mouraient à 35 ans. La relation ne durait pas trop, trop longtemps. Mais ouais, je pense que le phénomène de l'échec, oui, la perte de la relation, mais aussi le phénomène de perdre la face en même temps, Oui, qui le vient jouer dans jugement, toutes les pensées des gens. c'est l'ego et le jugement, ça. Ça, Ah, 100% du temps, hein? tu as tout à fait raison. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça permet aussi de prendre conscience à quel point il y a ce logiciel évolutionnaire de l'ego qui nous identifie à chaque instant. Ce qui peut nous faire, si on y prête de l'attention, il peut, enfin, si on y prête de l'attention, mais inconsciemment, tu as tout à fait raison. Quand on est confronté à une rupture, il y a un retournement de la rupture sur soi. On crée on crée le jugement sur soi-même, on prend le jugement de l'autre et on le jette sur soi. On a l'impression que l'autre nous juge d'une certaine manière et on le prend sur soi. Et c'est très, très douloureux, oui, parce qu'effectivement, c'est un échec. C'est si tu ne veux plus de moi, c'est parce que je suis pas ceci, pas cela, pas cela, pas cela, pas ça. Je fais pas ça bien, je fais pas ça comme si. Et ce ne sont que des pensées. C'est Et la chanson de il y a de Jonas. la pression sociale aussi, hein. La pression sociale, je vois dans les années 60, de se marier ou de divorcer Oui, ça. sans être. Voilà, c'était aussi pas bien vu. Pareil, il y a des lois aussi. Il y a des pays où les gens n'ont pas le droit de divorcer. C'est incroyable. C'est Oui. fou. Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi et pas à cause de moi. J'y pensais, tiens. Comme si ça changeait quelque chose. Exactement. Ça avait l'air d'être très important pour lui, en tout cas. Pardon. Oui, oui, bah oui, c'est ça. C'est toutes ces sortes de consolations qu'on cherche et que l'ego cherche, en fait, mais qui sont, oui, qui sont d'autres moyens de se faire souffrir, en fait. Parce que franchement, est-ce que c'est mieux qu'elle parte pour un autre que moi plutôt qu'à cause de moi? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais on baigne là-dedans. Le nombre de chansons tristes, le nombre de romans qui ont été écrits là-dessus, on baigne cette, dans cette culture-là. Et,
Et on aime ces histoires-là. Enfin, on n'aime pas forcément les vivre, mais on aime les films romantiques. On aime avoir le cœur déchiré par ce qui se passe sur l'écran. Parce que, je pense, Dieu, en nous, vient faire l'expérience de toutes les polarités. Et que pour voir le plaisir, oui, il faut voir, pour voir la joie, le bonheur, il faut voir le reste. Il faut voir ce qui est sa polarité inversée. Autrement, on n'a pas de référence. Il n'y a rien qui se passe. À toi, Jonathan. Euh, Par rapport à ce que tu viens de dire dans une de tes dernières phrases, tu disais on aime les vivre à travers les histoires des autres, mais pas forcément soi-même. Mais je crois que même soi-même, en fait, on aime les vivre. Parce que qu'est-ce qui expliquerait qu'on passe tellement de temps à ressasser les mêmes pensées qui font du mal? Il y a forcément quelque chose qui doit être apprécié là-dedans. Alors pas forcément apprécié d'un point de vue euh, du goût, enfin de l'agréable, mais plutôt apprécié dans l'ordre du connu, du familier, ce truc-là. Voilà, je perds quelqu'un, donc je perds un repère, peut-être un repère immense. Alors je vais me rabattre sur le repère qui me reste, c'est moi. Moi, qui je suis, ce que ça me fait, ce que ça veut dire de moi, ma souffrance, l'injustice, ma vengeance. Enfin, voilà, et, et, hum, et quelque part, on aime ça. On aime ça dans le sens de... Je suis en train de lire un super livre qui parle de l'attention, qui a été écrit par un neuroscientifique, et je pense que je vais aller de surprise en surprise en lisant ce livre-là, mais euh, il y a tout un système de préchauffage dans le cerveau qui fait que, et c'est de ça dont se servent les mentalistes, les prestidigitateurs pour leur truc qui impressionne, c'est que notre cerveau s'attend à vivre quelque chose et il va porter son attention préalablement. Il va comme un coach avant le match, il va attirer l'attention des neurones dans une direction. Et c'est ça qu'il va falloir attraper. Et c'est comme si ça créait un, le mot amour est pas bon, hein, c'est pas qu'on aime ça, mais on est attiré par ça. On peut pas dire que le moustique aime la lumière bleue. Il n'est pas amoureux de la lumière bleue, mais il va quand même aller se suicider dedans parce on est hypnotisé plutôt. Voilà. C'est plus de l'hypnose que de l'amour. Il y a cet exemple super connu. De cette vidéo où il y a des gens habillés en blanc qui se jettent un ballon blanc mélangé à des gens habillés en noir qui se jettent un ballon noir. Et ce qu'on demande aux participants, c'est de compter le nombre de passes de ballon blanc. Et donc, à cause de cette consigne, le cerveau se programme pour mettre le maximum d'attention pour réussir la tâche. Et donc, le maximum d'attention, c'est éviter les parasites. Et le cerveau va effacer ou presque complètement effacer ce qui n'est pas blanc et donc ce qui contraste beaucoup, c'est-à-dire le noir. Et dans cette expérience, ce qui est rigolo, c'est que au milieu de la vidéo, pendant qu'il y a des passes qui se font, il y a un mec déguisé en gorille qui vient depuis un côté de l'image, il s'arrête au milieu, il fait comme ça, et puis il repart comme ça. Et il y a 60 à 70% des participants qui ne voient pas le gorille. Ils ne le voient pas. Et on leur dit qu'il y avait un gorille, ils n'y croient pas, et on leur montre la vidéo, et ils tombent des nues. Et ils ne le voient pas parce que leur cerveau l'a effacé. Parce que leur cerveau était hypnotisé par le blanc. Ils voulaient voir le blanc. Il n'y avait que ça qui comptait, quoi. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Et donc, tout ce qui est trop loin du blanc, tout ce qui colle pas avec ce projet-là, on le met de côté. Et donc, quand on est dans une souffrance, on est branché sur des pensées, et il y a une part de nous qui veut pas lâcher ça, qui aime ça, qui est hypnotisé par ça, et qui en redemande en fait. Et on va en rajouter quoi. On va en remettre une couche.
Et le soir, on va Et se on peut coucher, pas. le lendemain, on se réveille et on en remet encore un coup, quoi. Mais on peut pas voir. C'est comme ça. Mm. C'est vraiment, on vit vraiment dans des réalités séparées, quoi. Et c'est le fait de le savoir qui fait que, bon, bah, ok, on le sait. C'est pareil. On est tous fait pareil. Donc, bon, on se pose plus de questions, quoi. Tu m'as mis l'eau à la bouche, là. C'est quoi ce bouquin, Jonathan? Euh, je vais le chercher, je reviens. Ok. Le titre, Alors là, ça y est, ma curiosité est complète. Je ne vois plus que le livre maintenant. Tu vois. En anglais, Même il s'il y appelle avait un ça le gorille qui Reticular passait. Activating System. Hmm. Ouais, le Pardon. Reticular Activating System, c'est comment ça s'appelle en anglais. Ouais. Oui, ils ont fait un certain nombre de vidéos comme ça euh, sur, sur les cours, euh, sur le biais, c'est français ça, le biais, Oui. euh, où il y a une dizaine de vidéos exactement de ce style-là, et de voir comment on filtre, on efface complètement un certain nombre de données suivant notre Mais background. c'est intéressant ce phénomène de dépendance à la souffrance dans certains cas. Je connais quelqu'un dans ma famille élargie qui, très un jeune âge, c'était sa façon d'attirer l'attention. Hmm. Et elle a marié un pervers narcissique. Et après près de 40 ans, elle a décidé de le laisser. Et naturellement, lui, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Il a hacké son téléphone, donc ça laissait de téléphoner à quelque part, le numéro de téléphone changeait, ça sonnait à quelque part d'autre. Il a fait suivre, il rentrait dans son nouvel appartement, il changeait des choses de place. Alors, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Et puis, elle ne portait attention que sur ce qui est négatif. Elle enregistrait même ses conversations avec les gens. Elle réécoutait tous ceux qui étaient négatifs à répétition. Et là, quand j'essayais de lui dire, ben, c'est peut-être pas tout à fait la bonne chose à faire. Tu sais, le fait que tu te sens mal fait en sorte que c'est ton système d'alarme qui te rappelle de peut-être arrêter. Et non, 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 c'était comme une dépendance à la souffrance. Ou à l'évitement de la souffrance, on est programmé aussi pour essayer de ne pas avoir mal. Donc on scanne avec nos pensées tout un tas d'événements qui sont dangereux ou potentiels qui nous font mal. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on les imagine, on ressent ce qu'on pense. Et donc il y a un danger en fait, pour se sentir en sécurité, on va scanner toutes les choses qui peuvent nous faire mal, mais à chaque fois qu'on les pense, on ressent ce qu'on pense, et donc ça nous fait mal. Même chose que disait Sydney Bank, à chaque fois qu'on se repasse, on se remet dans les événements douloureux du passé, qui ont été très durs, et ben on ressent ça dans le moment présent. Donc, c'est pas très futé, en fait, de se remettre dans nos problèmes. Et toute la psychologie ancienne était basée là-dessus. Il faut aller résoudre ce traumatisme du passé. Et on met le nez dedans, on met le nez dedans, on met le nez dedans. Et à chaque fois qu'on met le nez dedans, on ressent cette expérience. Et donc, on se sent mal. Et c'est ça aussi le truc de Sydney Bank, c'est qu'on est à une pensée du bien-être. Si on arrête de penser des choses horribles, eh ben, on se sent bien naturellement. Le bien-être et la santé mentale est là à juste une pensée. C'est ça l'espoir. Oui, j'ai l'impression qu'on parle là aussi de tout ce qui tourne autour de l'addiction. L'addiction, c'est une espèce de façon d'essayer de se faire du bien. Mais oui, hmm, comme on dit en anglais, je sais plus, mais uninformed en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas conscience du phénomène. Et
Gabor Maté, il parle très bien de ça. Bessel van der Kolk, qui parle très bien de ça. Innocemment. C'est innocemment, c'est ça. On cherche à se faire du bien. Et il y a des gens, enfin la dépression, ça peut aussi être vu comme ça. C'est-à-dire comme une addiction aux pensées noires, sombres, négatives. Parce que c'est la seule chose que le système a trouvé pour essayer de se faire du bien. Et parce que, oui, le niveau de conscience ne permet pas de voir que ce qui se passe, c'est qu'on focalise l'attention sur d'un côté seulement. Et le résultat, c'est parfois... Merci pour la référence, Jonathan. Et à toi la main. Hmm. Euh, alors, je ne sais pas si Sydney Banks parle de ça à un moment ou à un autre, mais dans mes recherches, dans mes accompagnements, j'en suis venu à penser avec beaucoup de conviction qu'il y a une bascule qui se passe aux alentours de 5 6 ans, je ne saurais pas trop dire, où le petit être humain passe d'un monde où son centre de gravité est beaucoup dans son corps et son émotionnel, à un monde où son centre de gravité passe dans la tête. Et, euh, et une des choses qui fait ça, selon moi, c'est que euh, quand l'enfant a un mental qui commence à être relativement bien structuré et qui peut utiliser de manière entre guillemets volontaire pour peu que le libre arbitre existe, euh, il va, euh, il va se rendre compte que quand il pense à ce qu'il est en train de ressentir, ben, il ressent moins ce qu'il est en train de ressentir. C'est-à-dire que quand je suis en train d'analyser ce que je vis, ce que j'expérimente corporellement, ben, ce que j'expérimente est moins intense. Et donc, globalement, j'ai moins mal, quoi. Et donc, c'est comme si à un moment dans notre vie, on troquait l'intensité de la douleur contre la durée de la douleur. Je ne sais pas comment le dire exactement, mais on se met à choisir une stratégie et on le fait quasiment tous. A priori, on le fait tous, donc c'est que ça doit être un mouvement un peu naturel. C'est que le troc doit être perçu comme légitime pour la plupart d'entre nous. On se met à penser notre vie parce que ça nous permet d'avoir moins mal dans les moments douloureux. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup, tout ça, et c'est très variable selon les gens. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez observé ça, je ne sais pas si Sydney Banks parle éventuellement je ne sais pas moi, du développement de l'esprit, à un moment du principe de pensée qui va s'imposer comme, enfin j'en sais rien, comme j'ai encore rien lu de Sydney, je m'en remets à vous. Mais vraiment, j'observe, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a un monde. Alors, le principe de pensée fonctionne déjà avant 6 ans, mais d'une autre manière. Et c'est comme si c'était moins. C'est comme si on parlait pas de la même pensée à ce moment-là. Ou c'est comme s'il y avait un aspect du principe de pensée qui n'était pas encore là, c'est-à-dire la pensée consciente, la pensée analytique Abstraite. ouais, et abstraite, ouais, notamment. Oui, oui, l'abstraction, bien Vers sûr. 12 ans, je crois, la Bien sûr, pensée abstraite. ouais. Mm. Ouais, ouais, on parle de l'abstraction qui permet la dissociation. Hmm. Enfin voilà, c'était un petit bout de pensée. Merci, Jonathan. J'ai lu les œuvres complètes et j'ai pas le souvenir que Sidney va toujours au plus simple, au plus droit, au plus direct, et il n'est pas tellement dans l'analytique. Il y a des travaux qui ont été faits par les psychologues qui l'ont rejoint et qui, du coup, ont beaucoup développé certains aspects, etc., et ont fait des recherches, notamment au niveau de la croissance, etc. Mais lui, il répète quelque part toujours la même chose. Il tape sur le même, son marteau tape tout le temps sur le même clou.
Et il généralise énormément, c'est-à-dire que pour lui, les principes, c'est encore une fois, on fait toujours l'analogie avec la gravité, mais les principes s'appliquent dès la première seconde. Le monde se crée avec les pensées. Et après, lui, il va pas dans les détails de la psychologie ou, tu vois, ou même du développement cérébral, etc. J'ai pas le souvenir qu'il aille jamais par là. Il reste toujours dans... Il catégorise un petit peu les pensées. Oui, c'est une Il parle de catégorie. contamination Oui, la pensée de contaminée. l'expérience par des... Et qu'il y a des pensées... Ce qu'ils disent, le, le cerveau, c'est comme un ordinateur et qu'on peut créer ce qu'on veut avec. Donc, il y a vraiment la différence entre la pensée et les pensées. Et puis, il parle aussi du fait qu'il y a un certain nombre de pensées d'ego qui sont pas nécessaires. Ou c'est peut-être moi qui dis qu'elles sont pas nécessaires. Oui, Mais la contamination vient de tous ces trucs-là qui sont basés sur des pensées d'ego qui n'existent pas. quand tu lis Sydney Banks, ce qui est, enfin moi qui suis dans le processus de l'écriture du livre sur les trois principes pour les nuls, où je refais l'historique, ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est comment sa pensée, elle a évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très touchant dans son approche qui est lié au fait que c'était pas du tout un sachant, que c'était quelqu'un qui était sorti de l'école en troisième et qui n'avait pas du tout des réflexes de sachant. Il n'a pas été, il disait lui-même qu'il n'avait pas lu beaucoup de livres, etc. Et il était très connecté avec sa nature divine, si on peut dire, d'une certaine manière. Donc, de temps en temps, oui, il dit des mots comme, oui, des pensées contaminées, mais on pourrait dire, ah bah oui, mais ça, c'est un jugement. Si on commence à juger les pensées, je pense que l'essence de son message, c'est utile, non utile. Il n'y a pas bien ou mal, il n'y a pas mauvais ou bon, il y a utile, non utile. Il Et, y avait la pollution, il parle de ça, oui, il dit ça. Il dit la polluer. pollution. Et ça a été repris par Jamie Smart, par exemple, qui dit Mhm. la même chose dans Clarity, ouais, qui parle de J'ai pensée. écouté beaucoup de Sid Bank, bootleg, euh, et je crois pas qu'il en parle non plus de l'enfance et toutes ces choses-là. Je crois pas. Je les ai presque tous écoutés et certains plusieurs fois. Je crois pas qu'il en parle. Ce qu'il dit, c'est le bébé, il est complètement dans l'expérience et qu'il n'y a pas il y a aucune pensée d'ego, etc. Il est totalement dans l'expérience jusqu'à un certain âge. Et qu'après, pouf, ça commence à... C'est ce que tu décris, toi tu dis à niveau de 6 ans, mais il parle de ça un peu plus jeune, à partir du moment où il y a cette séparation d'avec la mère. On dit, je suis une personne séparée, je ne suis pas la mère, je suis séparé. La première blessure et blablabla. Mais bon, effectivement, je pense pas qu'il poussait les choses assez loin, il restait sur les trois principes. Oui. À partir du moment où il les a adoptés, puisqu'il ne les a pas adoptés tout de suite, encore une fois. C'est venu d'une façon très progressive. Et, et oui, et ouais, ce qui me frappe, c'est surtout ça, c'est qu'il est toujours resté au plus près de son expérience à lui, ce moment qu'il a eu d'illumination sur le pouvoir, le chaînon manquant, c'est la pensée. Ça, il l'a eu tout de suite. C'est vraiment le truc qu'il a eu tout de suite. Et ensuite, il a élaboré autour de ça. Mais, et la pensée, il en fait vraiment un principe universel et il ne va pas dans les détails. Ouais. Eh bien, nous sommes à 3 minutes. Le mot de la fin. Donc, c'est toi le mot de la fin, Hervé, forcément. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là à ce webinaire qui était très riche. Et puis, je vous invite dans 15 jours sur une réflexion sur un chapitre du chaînon manquant. Merci bien à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci tout le monde. À bientôt. Bientôt. Portez-vous bien.